On va commencer. Alors, comment dire, d'abord, je vous remercie tous d'être venus. C'était pas simple forcément d'organiser ce type d'initiative, on n'a pas trop l'habitude. On avait invité Aurélien Pradier, député Les Républicains de Cahors, du Lot, qui nous a envoyé un message qu'il ne pouvait pas être présent ce soir, mais qui nous apportait tout son soutien. Un message assez chaleureux, hein. Je vais pas épiloguer là-dessus. Voilà, il a demain matin à 8h30 un rendez-vous avec un ministre pour discuter d'une loi sur le... Violence au sein de la famille. Sur quoi? Violence au sein de la famille. Voilà, violence au sein de la famille. Donc voilà. Quand on a pris cette initiative, c'était au mois de juin, on pensait aussi que ça serait peut-être un peu plus facile parce que comment dire, il y a eu au départ, c'est vrai, un engouement autour de cette pétition, de ce référendum, pour appeler à signer. Et on s'est heurté rapidement à des difficultés, d'abord matérielles, mais qui étaient organisées quand même par le ministre de l'Intérieur, pour empêcher tout le monde de venir, de pouvoir signer en direct. Il y a eu des obstacles qui ont été élevés, mais on s'aperçoit quand même que le fait qu'il n'y ait aucune information empêche une véritable mobilisation. Donc on a pris cette initiative, on doit être à peu près une centaine ce soir. Voilà, quoi, c'est... Alors je remercie, je vais vous présenter quand même les participants. Je remercie donc Angèle Préville, qui est sénatrice socialiste du Lot, Eliane Assassi, qui est présidente du groupe communiste au Sénat, et Éric Coquerel, qui est député de Seine-Saint-Denis, de Saint-Ouen, Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Épinal. France Insoumise. Et sénatrice de Seine-Saint-Denis pour Eliane. J'ai un peu de mal parce que je les connais depuis très longtemps tous, quoi. Voilà, pour moi c'est un peu des habitudes, quoi. Donc voilà, quoi, je ne vais pas m'éterniser sur l'organisation du truc. Je vais tout de suite passer la parole. On va essayer. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole à nos amis qui sont venus exprès, qui fassent une petite introduction, qu'on passe la parole dans la salle ensuite pour poser des questions, ou pas seulement pour poser des questions, mais pour aussi vous donner votre avis sur ce qu'il faut faire pour pouvoir mobiliser un peu plus. Je tiens à souligner qu'on est quasiment au million aujourd'hui, au million de signatures. Parce que je crois qu'on est à 999 000 et quelques. On peut penser qu'avec les signatures qu'il y a aujourd'hui, on a passé le million aujourd'hui. Ce qui est quand même bien pour notre réunion de ce soir, quoi. Donc voilà, je passe la parole. Alors, je vous propose qu'on fasse comme ça. Angèle, Eliane, Éric, on vous donne la parole. Vous dites ce que vous avez à dire, vous pouvez faire des propositions. Et ensuite, on repassera la parole à nos trois amis. Et bonjour à toutes et à tous, donc très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous sur ce sujet-là. Très heureuse aussi que vous soyez si nombreux pour être à nos côtés, pour défendre ce référendum et qu'on puisse appuyer et faire en sorte que le gouvernement réagisse par rapport à ce que nous demandons. Alors très rapidement, mais je ne vais pas parler de tout, le départ de ce RIP, de ce référendum d'initiative partagée, qui est inscrit dans la loi, donc c'est quelque chose qu'on peut faire, est parti du Sénat quand on a eu la loi Pacte, et qu'au Sénat, on n'a pas voté l'article qui instaurait la privatisation d'aéroports de Paris. Donc quand on a vu cela, l'idée nous est venue de rassembler le nombre de parlementaires qu'il fallait pour déposer un RIP, et on savait qu'on l'aurait, puisque nous étions non seulement la gauche, mais au-delà, avec des sénateurs centristes et des sénateurs républicains qui étaient prêts à le signer. Donc on a pu avoir cette initiative-là. Et donc une fois qu'on avait le nombre de sénateurs et de députés, on a pu lancer le RIP. Et maintenant, on a besoin de tous les citoyens, puisque vous savez que le RIP, tel qu'il a été instauré, demande un nombre de signatures extrêmement important, puisque c'est au-delà, c'est 4,7 millions, je pense, de signatures pour obtenir qu'il y ait un référendum dans le pays sur ce sujet-là. Donc on est loin du compte,
Mais comme lors des grands débats, Emmanuel Macron, je crois, avait parlé d'1 million éventuellement. Donc si on atteint et si on dépasse le million et si on va au-delà, ce sera déjà une très belle réussite. Et ça permettra effectivement de remettre les choses sur la table, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que les signatures progressent, mais comme il n'y a aucune publicité de fait quasiment en dehors de ce que nous on fait sur les territoires et toutes les actions qu'on peut mener, donc on n'avance pas très très vite. On aurait pu penser qu'à la rentrée on aurait pu avoir les 1 million, donc on ne baisse pas les bras. On va continuer toutes et tous à œuvrer pour cela. Alors je veux juste revenir sur cette privatisation qui est, à mon sens, et je ne parlerai que de ça, je laisserai à mes collègues parlementaires le soin de dire d'autres choses. Pour moi, c'est un actif stratégique. Et moi, je suis intervenue au Sénat sur ce sujet-là pour dire que sur les actifs stratégiques, évidemment, quand on dit ça, on a dit beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes pour le pays, ben ça, on ne le donne pas au privé. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et particulièrement pour tous ces actifs stratégiques, tout ce qui est la production d'énergie par exemple, les aéroports, tout cela on doit le garder. Et parce que symboliquement aussi, c'est des biens de l'État, mais l'État c'est nous, cela nous appartient. Ça a été tout construit avec ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents, et en tant que service public. Donc à mon sens, on ne peut pas, comme cela, le donner au privé. Et ce sont malheureusement parce qu'il y a déjà une partie privatisée, mais ce sont des actifs de l'État qui rapportent de l'argent et je ne vois pas pourquoi on se priverait. Surtout que lors du débat, plusieurs sénateurs ont demandé le prix. Et puis ça n'a pas été clair du tout. Je pense que c'est ce qui a fait qu'une partie de la droite a basculé. Et vu le prix qui circulait, c'était... Alors c'est une concession de 70 ans qui serait donnée. Et le remboursement en 30 ans serait fait. Donc ce serait un super cadeau en fait, qu'on donnerait et en fait à un seul acquéreur. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vais laisser mes collègues continuer. Donc voilà, moi le truc important pour moi c'est l'actif stratégique qu'on ne donne pas. Voilà, qu'on ne donne pas au privé parce qu'on doit garder la main dessus. Voilà. Merci Angèle. D'abord je voudrais vous remercier et remercier particulièrement Thierry aussi. Avec d'autres camarades, y compris du Parti communiste, du Parti socialiste, d'avoir organisé cette soirée. C'est rare en fait qu'on est sur une même tribune, même s'il est absent, un spectre assez large quand même de la représentation politique dans notre pays, puisqu'Aurélien Pradier s'était excusé, mais il a signé la proposition de loi référendaire comme d'autres parlementaires des Républicains et centristes, dont on l'excuse volontiers pour son absence ce soir. Donc c'est assez rare quand même d'avoir une tribune de la sorte. Donc on va parler ce soir d'une pépite. ADP, c'est une pépite de notre économie nationale et qui profite à notre économie nationale. Moi je voudrais insister, après ce qu'a dit Angèle, sur 3 aspects qui motivent notre volonté d'obtenir le référendum, à l'issue duquel, si nous l'obtenons bien évidemment, il y aura un débat d'idées entre ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la privatisation. Le premier étage de la fusée, c'est vraiment d'obtenir ce référendum. Cela a été dit, nous allons atteindre le million de soutiens déposés sur le site du ministère de l'Intérieur. Et c'est peu dire que ça n'a pas été facile. D'une part, pour ceux qui savaient aller sur le site du ministère de l'Intérieur et rentrer son soutien, bonjour. Il fallait vraiment avoir l'envie de le faire, être tenace. Et puis, surtout, ça a été dit, la majorité de nos concitoyens ne savent pas qu'ils ont la possibilité de se frotter à un exercice démocratique pour obtenir donc ce référendum. Et il n'y a pas que le citoyen ou la citoyenne lambda. Nous sommes allés la semaine dernière au congrès des maires à la porte de Versailles. Nous leur avons donné une information. La majorité des maires de notre pays ne sont pas au courant de cette possibilité qui nous est donnée, donc d'obtenir ce référendum, et d'autant qu'ils avaient peur que s'ils le faisaient, pour ceux qui étaient au courant, cela soit impacté sur leur compte de campagne, puisque chacun sait que nous sommes à quelques mois des élections
municipales. Donc nous les avons rassurés de ce point de vue-là, mais nous les avons surtout incités à organiser dans leur commune le recueil de soutien. Parce qu'au début, Eric ne me contredira pas, le ministère de l'Intérieur avait simplement accepté l'idée selon laquelle les villes chefs-lieux de canton pouvaient être les seuls qui pouvaient recueillir des soutiens. Or, parce que nous sommes pugnaces, nous avons quand même obtenu que dès lors qu'une municipalité se portait volontaire, elle pouvait effectivement créer les conditions pour que des gens puissent déposer leur soutien. Donc vous pouvez aller dans toutes les mairies, normalement, et exiger qu'il y ait un lieu pour déposer votre soutien. Autre sujet important, c'est que malgré le silence assourdissant, on va dire, des médias, on arrive à 1 million. C'était pas gagné quand même. Je rappelle quand même que les plus grandes pétitions sur change.org, par exemple, c'est 2 millions de signatures. Mais entre guillemets, c'est plus facile. Hein. Vous ouvrez le site, vous appuyez sur le bouton, vous avez signé. Là, c'est quand même pas, on ne joue pas dans la même cour. Hein. Là, il faut mettre votre extrait d'acte de naissance, votre numéro de passeport, etc., etc. Donc 1 million, c'est vraiment 1 million de personnes déjà qui veulent absolument ce référendum et donner leur opinion sur cette privatisation. Ça, c'est... je crois qu'il faut s'en satisfaire. Excusez-moi de l'expression, mais il ne faut pas faire les bégueules, quoi. 1 million, c'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme qu'effectivement, Emmanuel Macron, dans son projet de révision constitutionnelle, avait prévu qu'il y ait 1 million de signatures pour obtenir un référendum. Donc on y est. Donc on a engagé, pour ce qui concerne les parlementaires, un certain nombre d'initiatives. J'ai parlé de notre présence au Congrès des maires. Nous étions cette semaine auprès de la Commission nationale du débat public où nous avons, parce que nous sommes quand même entourés de gens sérieux et professionnels, qui ont découvert que dans le Code de l'environnement, il y a un article qui pourrait permettre que la Commission nationale du débat public que préside Chantal Joanneau puisse ouvrir un grand débat dans le pays. Donc nous l'avons sollicité personnellement la semaine dernière. Et puis mercredi, puisque je pense que nous aurons atteint le million, nous faisons un grand rassemblement des 248 parlementaires signataires de la proposition de loi. Alors pourquoi on se bat autant? On se bat autant parce que Angèle l'a dit, c'est un enjeu stratégique. ADP, c'est pas n'importe quoi. Je l'ai dit, c'est une pépite. Mais je voudrais insister sur 3 aspects. Je laisserai la parole après à Eric. Le premier aspect, il est environnemental. ADP, c'est quand même, ce sont des aéroports. ADP, ce n'est pas simplement le Bourget, Charles de Gaulle et Orly. Alors après, il y a des gens en province qui nous disent « mais nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas d'aéroport ». Oui, d'accord, ok, mais je suis sûre que parmi vous, il y en a certaines ou certains qui prennent l'avion pour aller en vacances, donc qui passent par Roissy ou qui passent par Orly. Et s'ils vont très loin, eh ben, ils font une escale dans un pays, dans un aéroport donc, où ADP a des actions. Donc on est beaucoup dans notre pays à être concernés par ce sujet. Sur l'environnement, chacun sait que le trafic aérien est source de pollution importante. Il émet 3% des émissions de gaz à effet de serre et cela ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, l'État, qui est à 50,6% actionnaire, oui, chez ADP, a des créneaux de vol, notamment pour la compagnie nationale qui est Air France, qui est quand même considérée comme le porte-drapeau de la nation à l'étranger. Donc, si ADP est privatisé, par exemple, l'État ne pourra plus choisir ses créneaux. Et dans la lutte contre les réchauffements climatiques, la France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce qui concerne l'aviation, elle vise, en tout cas on y est vigilant, à remplacer le kérosène par l'hydrogène. Et il y a même des recherches qui sont en cours pour que, dans un horizon, je ne sais pas quand, nous puissions, nos enfants, nos petits-enfants, utiliser des avions électriques. Vous, je ne sais pas, moi, j'ai...
Grosse batterie. Voilà. Hein. Voilà. Donc, si ADP est privatisé, toutes ces recherches, toutes ces ambitions que porte notre pays sur la réduction des émissions à effet de serre, il ne pourra plus imposer aux concessionnaires privés ces orientations. Autre chose, c'est à propos des nuisances sonores. Orly, par exemple, l'aéroport d'Orly, c'est le seul aéroport international en Europe qui ne fait pas voler d'avions entre 22h30 et 6h du matin. Ok ? À Roissy, il n'y a que les avions les plus bruyants ne peuvent pas non plus atterrir ou décoller entre 23h30 et 6h du matin. Il y a des dérogations, mais dans ces cas-là, les avions doivent descendre en pente douce et non pas par palier pour respecter effectivement des engagements en termes de nuisances sonores. Si ADP est privatisé, qui pourra imposer aux concessionnaires cette réglementation sur les nuisances sonores? On a des doutes. L'autre chose, Angèle l'a dit en substance, aujourd'hui, il semblerait qu'il y a un cahier des charges qui lierait donc l'État aux concessionnaires qui reprendraient donc ADP. Mais le cahier des charges, on ne l'a pas vu. Personne ne l'a vu. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce cahier des charges. Donc on demande aux parlementaires et donc aux concitoyens, puisque nous ne sommes que les représentants du peuple, on demande aux citoyens de valider une privatisation sans savoir ce qu'il y a dans le cahier des charges. Donc ça, ce n'est pas, en tout cas pour nous, ce n'est pas admissible. Donc le combat pour l'environnement et le climat, on le voit bien, et moi je me réjouis que ces questions-là montent dans le pays. C'est pas peanuts, quoi, quand même. Ce sont des sujets très importants et ce ne sont pas des sujets qu'on peut laisser dans les mains du privé. J'en terminerai parce que je pense qu'Éric va venir peut-être sur le champ économique, mais sur la sécurité. ADP, les aéroports, c'est la première frontière du pays. D'accord ? Aujourd'hui, les frontières sont, il y a la PAF qui gère l'arrivée des plus de 100 millions de passagers sur notre territoire, mais aussi des marchandises sur notre territoire. Imaginons qu'ADP soit privatisé. Qui va gérer la sécurité de nos aéroports ? Qui va gérer l'entrée sur notre pays de ces millions de personnes ? Qui va respecter les droits et les personnes, les droits de la personne quand ils arriveront sur notre territoire? On ne sait pas. Vinci, parce que quand même, entre nous soit dit, ceux qui sont dans les starting blocks, c'est Vinci, d'autant qu'ils ont une revanche à prendre avec Notre-Dame-des-Landes, puisqu'ils ne l'ont pas eu. Donc là, la question de la sécurité n'est pas anodine dans ce débat. Et je rappelle quand même que la sécurité, c'est une mission régalienne de l'État, au même titre que l'éducation nationale, que la justice, etc. Et qu'il est hors de question pour nous que ce sujet tombe dans les mains du privé. Voilà pour les premiers aspects. Il y a la dimension économique, bien sûr, qui est fondamentale, parce que ADP, c'est du cash. Hein. Ça rapporte beaucoup. Et donc là, je vais laisser la parole à Éric Sylvain. Merci. Je me permets de me lever, c'est parce que je suis à l'aise comme ça, donc j'espère que ça ne vous posera pas de problème. Bon, je vais essayer de compléter les choses, mais juste je voudrais préciser effectivement une chose importante qu'a dit Eliane, parce que un des problèmes qu'on a très clairement dans les signatures, c'est quelque part lié au nom d'ADP, Aéroport de Paris. Et on peut se demander pourquoi on fait finalement une réunion à Souillac sur les aéroports de Paris. En quoi c'est un problème national? Je dis ça parce que vous êtes peut-être, vous, au courant, mais beaucoup de nos concitoyens se disent, bon, voilà, c'est les aéroports de Paris, c'est une question qui concerne l'Île-de-France. On sait bien, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, que 85% du trafic aérien vers l'international passe par les aéroports de Paris. 85%. Donc inutile de dire qu'en réalité, ce sont des aéroports qui appartiennent à la nation. Et 95% du fret aérien passe par les aéroports de Paris.
Donc on ferait mieux de les appeler d'ailleurs ADF, Aéroport de France, quoi. Voilà, ça serait plus clair, plus net, et on aurait là, je pense, quelque part le niveau des enjeux. Aujourd'hui, on nous dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous dit pas mal, mais en fait, on nous dit. Les marcheurs nous disent, ceux qui sont favorables à la... Alors, je ne vais pas être méchant avec les marcheurs, parce que si les marcheurs qui veulent bien signer la pétition, ils vont le faire. Le gouvernement nous dit, mais regardez, quoi, ça marche très bien, la privatisation de la Française des Jeux. Qu'est-ce que vous nous embêtez avec l'aéroport de Paris? Bon. Eh bien, il y a plusieurs réponses. Alors, déjà, on aimerait bien avoir, allez, 10% de la promotion sur les antennes publiques pour la loi référendaire que nous avons obtenue, qui est constitutionnelle. On ne demande pas grand-chose, hein. On demanderait juste, par exemple, de dire il y a un site qui existe, vous pouvez signer si vous voulez obtenir un référendum jusqu'à tel jour. C'est tout, déjà. Bon. Mais ne serait-ce qu'on aurait 10% des promotions qui ont été faites, qui sont faites à longueur de journée, avec des voix suaves qui nous expliquent que le bonheur n'est pas loin, etc. Il passe par le jeu, etc. Enfin, tout ce que vous entendez. Pour promouvoir la privatisation de la Française des Jeux, on serait déjà content. Et puis, pourquoi vous voulez que ça ne marche pas? Bien sûr que ça marche. Nous, on le dit depuis le départ, c'est des excellentes affaires de devenir actionnaire de ces entreprises. Le problème n'est pas que ça marche. Le problème n'est pas que des gens achètent ces actions. Vous me direz, en plus, toutes les 10 actions, ils en donnent une. Bon. Déjà, c'est une bonne affaire. L'État en donne une toutes les 10 actions. On ne sait pas pourquoi. Ils braquent comme ça des actions. Bon, ils ont été baissés 2% au départ. Donc c'est vrai que les gens achètent. Mais le problème, c'est pas que les gens achètent ou achètent pas. C'est est-ce qu'on considère que ces entreprises-là, qui appartiennent à l'État, donc à la nation, doivent être privatisées? C'est ça la question de fond. Donc moi, je crois qu'il n'y a aucun élément dans le fait qu'il y a des gens qui achètent les actions de la Française des Jeux qui pourrait valoir le fait que ça légitime la privatisation d'ADP. La deuxième chose, c'est que, ça a été dit tout à l'heure, il y a en réalité, si on énumère, et c'est là, j'allais dire un peu comme dans un roman policier, on cherche à qui profite le crime, quoi. Parce qu'il n'y a aucune raison de privatiser ADP. Aucune. Eliane vient de le dire. C'est la plus grande frontière du pays. Même les États soi-disant plus libéraux, enfin, soit qu'avec Macron on rattrape leur retard, hein, mais comme les États-Unis et autres, n'ont jamais privatisé leur aéroport. Au pire, ils ont vendu les concessions, ils ont vendu des concessions des surfaces marchandes, mais ils n'ont jamais privatisé les aéroports. Pour la bonne raison, c'est qu'ils considèrent que c'est l'État qui doit continuer à gérer une frontière, quoi. Bon, déjà, première chose, effectivement, le problème des frontières. La deuxième chose, c'est, c'est là où la question d'ADP ressemble beaucoup à la question de la privatisation des autoroutes. C'est que, théoriquement, la préambule de la Constitution de 1946 prévoit, qui est également le préambule de la Constitution de 1958, ils se sont additionnés, prévoit que lorsqu'une entreprise est en état de monopole, elle doit être dans le domaine public. Bon, et là, on est très étonné que le Conseil d'État, alors ils ont été regardés, hein, et conclu que ça n'était pas, parce que ça a été dit tout à l'heure, quand des aéroports sur l'Île-de-France concentrent 95% du trafic aérien avec l'étranger, 95% du fret, sont les seuls aéroports sur l'Île-de-France, je ne vois pas où on va m'expliquer qu'il n'y a pas de monopole. Bien sûr qu'il y a un monopole de fait. Tout comme les autoroutes, il y a un monopole. Il n'y a pas une deuxième autoroute à côté qui laisse le choix aux gens, c'est pas vrai, il n'y en a qu'une. Bon, donc on est bien en théorie dans quelque chose qui, depuis 1946, devrait être dévolu forcément à une entreprise publique. Troisième raison, ça a été dit au niveau de l'écologie, et je voudrais insister. Parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui que la question climatique, la question environnementale et la question prioritaire, ce qui est vrai, est privatiser les autoroutes. C'est pas possible. Privatiser les aéroports. Pas plus que privatiser les autoroutes d'ailleurs. C'est pas possible, pourquoi? Mais parce que ça a été dit tout à l'heure, mais bien évidemment, le trafic aérien est un des plus consommateurs en termes de consommation carbone. Il est un des plus de gaz à effet de serre. Il est un des plus consommateurs. Mais on voit bien que ce n'est pas le marché qui doit pouvoir décider si, par exemple, on continue à développer les aéroports de Paris, si on construit ou pas le 4e terminal. Ce n'est pas le marché qui doit le dicter, c'est l'État, c'est nous
qui devons nous dire est-ce qu'on juge qu'on doit développer comme ça le trafic aérien sans aucune contrainte, sans aucun questionnement environnemental. Nous, par exemple, des députés du groupe France Insoumise, dont François Ruffin, Delphine Matteau aussi, ont proposé, par exemple, que dorénavant, quand il y a un lieu en France qui est à 2 à 3 heures de Paris en train, eh bien, on considère qu'on ne fait plus de ligne aérienne parce qu'on considère dans ce cas qu'on doit privilégier le train. Je sais que ça a posé des questions, y compris chez les syndicats ADP, Air France, etc. Mais convenons ensemble que ça, c'est nous qui devons le décider, c'est pas le marché. On doit avoir la possibilité, notamment les élus que nous sommes, représentants de la nation, de décider ce qu'on fait. Bon, ben là, on voit bien que d'un point de vue écologique, ça sera tout et n'importe quoi. À partir du moment où c'est le profit qui décide, la question ne se posera même pas. Donc c'est d'un point de vue écologique catastrophique. Et puis, puisque Yann m'y a invité, au niveau économique, alors on se dit, c'est une frontière, on ne comprend pas. Écologiquement, on ne comprend pas pourquoi ils le font. Socialement aussi, il faut le dire. Parce que la question des aéroports, on s'aperçoit que ça a été un équivalent pour les employés des autoroutes, ça a été une très mauvaise affaire, beaucoup de précarisation, etc. Bon. Mais on se dit, où est la bonne affaire? Est-ce qu'elle est financière? Et alors là, quand on regarde dans le détail, on tombe à la renverse. Je vous assure, on tombe à la renverse. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils vont prendre les 3 privatisations Engie, Aéroport de Paris et Française des Jeux. Ils espèrent en tirer 10 à 11 milliards. Et ils vont le mettre dans un fonds d'innovation. Et ils ne vont toucher que les intérêts des fonds d'innovation. Ils en espèrent au mieux 250 à 300 millions d'euros par an. Retenez bien ce chiffre. Eh bien, aujourd'hui, les actions de l'État dans ADP, à elles seules, représentent 300 millions aujourd'hui en termes de rente actionnariale. Ça veut dire que ADP seul aujourd'hui pour l'État est plus rentable que les intérêts cumulés des 3 sociétés qu'ils vont vendre. Et ça, c'est pas nous qui l'inventons, hein, c'est leurs chiffres. Donc on se dit, mais alors, pourquoi ils font ça, quoi? Ils vendent les bijoux de la famille, d'accord, parce que c'est les infrastructures dont on parle, c'est quand même la nation qui les a payées. Hein. Ils vendent les bijoux de la famille, et c'est même une mauvaise affaire financière. Et c'est encore pire que ça, figurez-vous. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est pour nous expliquer que ce n'est pas une privatisation, j'y reviendrai, ils nous disent, mais vous inquiétez pas, c'est une concession. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça peut revenir à l'État. Alors d'accord, c'est une concession, je vais y revenir. Et comme c'est une concession, et qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui sont actionnaires d'ADP de manière indéfinie, c'est-à-dire ils ont actionnaire d'ADP, donc il n'y a pas de conception, l'État a estimé que le premier geste à faire, c'est de les indemniser. Et donc, à hauteur à peu près d'1 milliard, on va indemniser des entreprises comme Vinci, qui après vont utiliser cet argent pour racheter les actions d'ADP. Bien sûr, c'est vrai. Donc, dès le départ, ça commence par une mauvaise action, ça coûte 1 milliard à l'État. Deuxième chose, c'est une mauvaise action, puisqu'on va toucher des taux des intérêts qui sont moins importants que ce que rapporte la rente actionnariale. Et troisièmement, c'est une mauvaise action, parce qu'ils se foutent de notre gueule, excusez-moi. Ils se fichent de nous. Il y a Pradier, ça va pas compter. Ils se fichent de nous, ils se fichent de nous parce que ils nous expliquent que c'est une concession. Et c'est une fausse concession. C'est le dernier étage de la fusée. Parce qu'il nous explique qu'en réalité, il faudra que l'État rachète les actifs au bout de 70 ans. Et je peux vous assurer que l'État ne rachètera jamais les actifs. Parce qu'au bout de 70 ans, on nous dira, bah oui, la dette, etc. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas racheter les actifs. Et on fera comme les autoroutes. On prolongera. Et là vient l'histoire du cahier des charges dont a parlé Liane. Parce que le jour où on a voté ça à l'Assemblée, figurez-vous, on a dit à le maire, mais on voudrait bien avoir le cahier des charges. Le jour où on l'a voté. Il nous dit, ah, mais il n'y a pas de problème. Il y a des députés, en plein milieu du jeu, des députés peuvent aller le voir dans une salle. Il faut qu'ils promettent de ne pas faire de photos, de rien faire. Et puis ils peuvent aller le voir. Un document qui doit faire plusieurs centaines de pages en quelques minutes. Bon, nous on a refusé, France Insoumise, on s'est dit, bon, ça va, ça suffit. Il y a des députés communistes qui ont été quand même, Pierre Daréville notamment, etc. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Je vais vous dire ce qu'ils ont vu, ils ont regardé rapidement. Et bien c'est à peu près comme les concessions d'autoroute. C'est-à-dire que tout ce qui est impératif écologique et social, c'est des objectifs, il faut tendre à, il faut essayer, etc. Et tout le reste, par contre, c'est précis. Donc, autrement dit, en réalité, ce cahier des charges, ça a quelque chose qui ne contraindra pas les entreprises. Voilà donc pourquoi, si vous ajoutez tout ça, c'est incompréhensible, sauf
et c'est ma théorie, sauf si on pense qu'en réalité, ce n'est pas les intérêts de la nation qui sont derrière cette privatisation, mais les intérêts bien sentis de groupes qui ne sont pas très, très éloignés, on va dire, en termes politiques de M. Macron, qui vont faire une excellente affaire, une poule d'or, en achetant, notamment Vinci, dont on se souvient qu'ils n'ont pas crié beaucoup quand on a fini par ne pas faire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Bizarrement, on n'a pas beaucoup entendu Vinci, qui pourtant avait acheté, justement, avec une concession. Et moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'en réalité, ça soit une séance de rattrapage et une séance d'engraisser certaines de ces entreprises-là. Voilà, à mon avis, ce qui explique aujourd'hui pourquoi on est en train de commettre une très mauvaise affaire. Bon, donc, je conclue là-dessus. Ça a été dit, mercredi prochain, on saura qu'il y a 1 million de signatures. On va dès lors s'adresser au chef de l'État. On va lui dire, voilà, vous avez dit qu'1 million de signatures, finalement, vous pensez que c'est le seuil au niveau duquel on pourrait déclencher un référendum. Il l'a dit, hein, il l'a expliqué. Eh bien, chiche, faites-le. Déclenchez le référendum, parce qu'un million de signatures, c'est pas rien. Bon. Et vous avez la possibilité de le faire, légalement, constitutionnellement. Vous pouvez décider de déclencher le référendum. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Et puis si on n'y arrive pas, eh ben, je crois qu'il faut continuer à se battre jusqu'au bout, pour essayer d'avoir ces 4 700 000 signatures. Peut-être engueuler les gens autour de nous. Je dis ça parce que c'est pas la même manière de faire. Faites comme vous voulez. Mais ce que je sais, c'est que tous les sondages montrent qu'il y a 70% des Français qui sont contre cette privatisation. Donc ça veut dire que très souvent, c'est juste parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent obtenir ça. Et que peut-être que si, quand on en aura 1 million, bah, peut-être que le million qu'aura signé, s'il en convainc 3 autres, bah, on approchera des 4 millions 7 mois. Je pense que c'est peut-être pas totalement perdu. Enfin, on va mettre la pression, en tout cas sur Macron, à partir de la semaine prochaine. Merci. On passe directement au deuxième. Le premier, là, je n'ai rien à dire. Bonjour, alors je me pose juste une question. Pour accompagner les gens pour qu'ils puissent signer donc, cette pétition, enfin, ce référendum, pour le référendum, qu'est-ce qu'on peut leur raconter qui est de simple? Parce que moi, ça c'est très bien ce que vous avez dit et tout. Moi, je suis militante de terrain, de France Insoumise, et je voulais juste savoir, pour convaincre un peu plus de gens, pour leur dire comment ça peut impacter leur vie au quotidien. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien si, éventuellement, ça se vendait? Voilà. Comment on pourrait accompagner les personnes, tout simplement, quoi. Oui, bon, moi je présente, nous venons de Figeac. Nous avons participé à des séquences de signatures organisées sur les marchés. C'est une opération qui marche relativement bien, pas partout, mais qui marche relativement bien, puisque à une matinée sur le marché d'Acier, nous avons récolté 98 signatures. Voilà. La chose que nous faisons, c'est que il y a 4 ou 5 personnes avec leurs ordinateurs qui font des soutiens avec les... On ne pousse personne à le faire. Hein. Des fois, les gens viennent et participent. C'est eux qui nous demandent de les aider. Et pendant ce temps, il y en a quelques-uns qui tractent et qui expliquent aux gens pourquoi on fait cette opération. Mais je me dis qu'on est à 1 million, mais s'il y avait, je ne sais plus, 280 et quelques mille gilets jaunes dans la rue au mois de novembre l'année dernière, si chacun voulait bien se donner la peine de faire 400 signatures ou 10, eh bien, on ne serait pas très loin des 4 millions. Voilà. Donc nous, on a l'intention de continuer. On va reprendre sur Figeac, on l'a fait sur Acier, on va continuer sur Acier. On le fait aussi dans la commune de Vèvres, où nous avons fait déjà un point de signature, où il y a eu 7 signatures dans la matinée. Mais bon, à Vèvres, il y a 100 votants, quoi, hein, donc on le fait. On a fait à la Capelle Marival, et à Figeac, où on a rencontré quelques problèmes parce qu'on le faisait sur le marché, puis on nous a dit non, sur le marché c'est pas possible parce qu'il y a une charte sur le marché, et il faut la respecter. Donc on est arrivé, on a fait un échange de courrier, on est arrivé à un terrain d'entente qui fait qu'on va reprendre les signatures, mais en marge du marché. Voilà. Et là c'est assez comique sur Figeac parce qu'on fait ça avec des poussettes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer de stand. Donc on fait ça avec des ordinateurs sur des poussettes, on capte avec les portables, et c'est assez amusant comme opération de signature. Voilà. Ah ben
avec micro. Avec. Avec les yeux. Voilà. Mais ceci dit, sur YouTube, vous l'avez cette vidéo, elle dure 1 minute, 1 minute et demie. Moi, je peux l'envoyer, je l'ai à la maison. Il y a un gilet jaune qui me l'a donné, là, qui me l'a fait suivre. Donc, c'est facile à trouver. Macron, il dit 1 million, ça pourrait suffire. Bon, deuxième chose, hier soir, j'ai rencontré une amie de la France Insoumise également, qui m'a envoyé hier soir un article du Monde diplomatique sur ADP et les 6600 et quelques hectares, dont un certain pourcentage sont à bâtir, sont du foncier à bâtir, et pour lesquels, si j'ai bien compris l'article, mais vous avez précisé la chose, pour lesquels déjà Sarkozy avait déjà envisagé, et même peut-être encore avant, d'utiliser ces terrains pour en faire des choses rentables, financièrement, pour par exemple les Jeux Olympiques de 2024 sur Paris. Voilà. Donc il y a des choses derrière, il y a toujours des choses, il y a toujours du fric pour les nantis, du fric pour les grosses entreprises qui veulent encore s'enrichir sans arrêt, et toujours au détriment. Alors ce qu'on peut dire aux gens pour leur dire que ce qui se fera dans leur vie, c'est qu'ils auront encore plus d'impôts, parce qu'il va falloir compenser tout ce qu'on perdra au niveau national. À chaque fois, les bénéfices sont pour les plus riches, et on mutualise les déficits. La dette a été créée depuis 1973 parce que Pompidou a dit que comment dire, tout ce qui était du domaine de la fonction publique, l'éducation nationale, les hôpitaux et tout ça, tout ce qui était public devait emprunter aux banques avec intérêt, alors que les banques elles-mêmes ont l'argent gratuitement par la BCE, Banque Centrale Européenne. Donc, ça a commencé en 1973, cette espèce de, comment on dit, de piratage, de raquette des plus riches sur les populations. Bonjour, donc moi je fais partie du collectif qui a fait les signatures sur Acier, et puis on a lancé donc un collectif au niveau du Lot, référendum ADP 46, pour essayer de communiquer sur tous les points de signature qu'il y avait dans le département. Et donc ça fait un petit moment qu'on tracte. Et moi justement, l'argument que je reprends, c'est la privatisation de France Télécom. Parce que les aéroports, ça ne nous dit rien, mais par contre France Télécom, on nous a vendu la privatisation de France Télécom comme nécessaire pour moderniser le réseau. Alors déjà, commencer par se faire avoir, puisque le jour où l'action a été mise en bourse, elle a doublé, ce qui veut dire qu'on l'a vendue à moitié prix. Merci, cadeau aux actionnaires. Et puis, soi-disant, c'était pour moderniser le réseau. Et quand on voit aujourd'hui les fils qui pendent aux arbres et le département qui est obligé de payer l'installation de la fibre, on voit qu'on s'est fait avoir sur toute l'année. Et donc, ADP, bon, moi je n'avais pas le chiffre de 300 millions, j'avais le chiffre de 273, mais peu importe le chiffre. Pour moi, ce chiffre-là, c'est de quoi payer les emplois nécessaires des pompiers et des infirmières. Oui, bonjour, Jean-Christophe Gallaré du Parti communiste. En fait, il faudrait essayer dans l'histoire de voir quelle privatisation a marché. Il n'y en a aucune. Ils ont privatisé, comme le disait Pierre, France Télécom, c'est une catastrophe. Ils ont privatisé EDF, c'est une catastrophe. Ils sont en train de privatiser, ils veulent privatiser la SNCF. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas une privatisation en France qui a amélioré. Au contraire, ça a détruit ces entreprises. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre contre la privatisation d'ADP et pour renationaliser les services publics qui nous ont fait perdre. Oui, Serge Laïcro, bonsoir. Je suis secrétaire départemental du PCF. Moi, je me satisfais qu'on ait pu mettre sur cette tribune et dans cette salle des gens venus d'horizons divers, mais qui ont la volonté de tout faire pour que la privatisation d'ADP ne voit jamais le jour. Alors, je voulais rebondir sur les propos d'une intervenante qui disait quels arguments doit-on utiliser pour faire grandir le nombre de signataires. Parce qu'il est vrai que dans le Quercy, au fin fond du Quercy,
quand on parle de l'avenir d'Aéroports de Paris, ça peut ne pas entraîner beaucoup de résonance. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que la privatisation d'ADP, tout au moins sa tentative, c'est un ballon sonde, c'est un ballon d'essai. Et si la privatisation d'ADP se concrétise, alors ce seront tous les services publics qui restent sur le territoire qui voleront à l'éclat. On voit bien que si la privatisation d'ADP s'opère, c'est la porte ouverte ou la porte entrouverte à d'autres privatisations et à des démantèlements de parts entiers de services publics. Et je pense que de le présenter sous cet aspect, sous cet angle, c'est une façon, quand on connaît l'attachement de nos concitoyens, notamment en zone rurale, aux services publics, c'est une façon de faire grandir les discussions pour obtenir un référendum. Je voulais dire également que le référendum d'initiative partagée, en fait, c'est une fausse bonne idée. C'est Sarkozy qui l'avait inscrit dans le marbre. On voit bien aujourd'hui que les conditions pour le mettre en place sont totalement ahurissantes. Et demander la mobilisation de façon électronique de 10% du corps électoral est quelque chose de quasi impossible. Donc on nous donne cette possibilité par une générosité, mais on sait concrètement que l'obtention est particulièrement délicate. Donc il faudrait s'appuyer sur le fait qu'on a passé la barre du million pour mettre Macron face à ses contradictions et exiger que le million de signataires est suffisant pour déclencher une procédure de référendum. Et si on dirigeait le pays davantage par référendum, peut-être irions-nous un peu moins dans le mur. Oui, bonsoir à vous. Comme exemple de privatisation d'aéroports, dans le sud-ouest, on est assez bien placé. Vous savez que l'aéroport de Toulouse a été privatisé par les Chinois. Résultat, aujourd'hui, nos Chinois revendent l'aéroport. Et en plus, nous apprenons par la presse qu'un accord secret a été signé entre Macron et les actionnaires chinois pour que la totalité des bénéfices faits par l'aéroport de Toulouse partent en Chine, et tout ça dans le dos même des propres actionnaires français qui avaient investi dans cet aéroport. Et c'est Macron qui a permis la privatisation quand il était ministre de l'économie, quand même, de Toulouse. Il y a beaucoup d'hommes pour en parler, donc là je vais passer la parole aux femmes. Eliane me faisait remarquer à juste titre que la parité c'est quand même bien. Non mais Eric aussi. Eric aussi, excuse-moi. Et c'est vrai que chez les Insoumis, on avait vraiment pris l'habitude de le faire, donc là on va rétablir le bien. Oui, alors moi je voulais simplement dire qu'on me dit, beaucoup de personnes ne savent pas qu'Aéroports de Paris, ça n'est pas seulement les aéroports. C'est un énorme bureau d'études d'envergure internationale et ils construisent des aéroports dans le monde entier. Et si vous allez par exemple chercher l'aéroport d'Abu Dhabi, je vous invite à aller regarder ça et vous verrez comme c'est impressionnant. C'est pas notre goût, puisque c'est au goût forcément. Mais c'est énorme. Et ça c'est de l'argent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que ça on n'en entend jamais parler. Ça s'appelle ADP Ingénierie. Ah pardon. Parce qu'on a entendu alors. Voilà, c'était ça. C'était important. Intéressant. Oui, mais moi je construis pas d'aéroport sur Abu Dhabi, c'est ADP. Sur l'aéroport on tape ADP Ingénierie. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir, moi je m'appelle Annick Le Goff, je suis élue à Sarlat, dans la ville d'à côté, dans la Dordogne. Alors, j'ai une partie de la réponse qui a été donnée par rapport à la manière donc, de mener cette bataille, c'est-à-dire d'associer cette problématique de la privatisation d'ADP en regard avec d'autres privatisations et la notion de service public et la nécessité pour l'État de pouvoir avoir des leviers s'il veut pouvoir... je dirais, pouvoir intervenir, et notamment sur le champ écologique. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue non plus, c'est que d'abord, on est dans la première étape, c'est l'exigence de référendum. Et c'est-à-dire, pour moi, il y a aussi la notion de démocratie. C'est-à-dire remettre entre les mains du peuple, tout simplement, une possibilité d'intervention pour imposer les choix. Et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est là pour l'instant. Après, ça sera une deuxième bataille, parce que si on gagne ce référendum,
c'est un débat contradictoire qui va se mettre en place. Et pour moi, quand je me bats pour ça, c'est d'abord en priorité sur le champ démocratique. Bernadette Armagnac, Insoumise. Je voulais juste ajouter une précision quant à la signature. L'informatique, c'est très bien et il est obligatoire de passer par là, mais les mairies sont en devoir de mettre à disposition le formulaire papier. Et chacun peut se rendre dans sa mairie, quelle qu'elle soit, qui ait 12 habitants, qui en ait 100 000, c'est la même chose. Et on doit lui remettre le formulaire. Il doit le remplir. La mairie s'assure que le formulaire va être envoyé à la ville la plus importante en termes de population du canton. Et cette mairie-là est tenue, c'est un acte républicain, est tenue de l'enregistrer informatiquement. Ça, c'est une précision importante que j'ai appris à une autre réunion d'information sur ADP en Dordogne, parce que je suis entre la Dordogne, l'Aude et la Corrèze, et je navigue sur les 3 départements. Moi, je ne le savais pas, alors que je m'intéresse au sujet depuis un an et je ne le savais pas. Donc, je me dis, c'est important, parce que l'informatique est merveilleux, sauf que ça ne marche pas toujours. Et que dans nos campagnes reculées, moi j'en ai fait les frais cette semaine avec 5 jours sans téléphone et sans Internet bien sûr. Là aussi, ça a été privatisé, on en a parlé tout à l'heure, merci, bonjour le service, c'est parfait, 5 jours d'isolement complet. Donc le papier ça existe, les mairies ça existe, et il faut s'y rendre, et il faut faire valoir son droit auprès des mairies. C'est un outil important. Thierry, il n'y a pas que auprès des mairies, pas que auprès en mairie, ils sont tenus d'en avoir. Pas que. Ça, non, il faut que les personnes se déplacent à ma connaissance. Simplement une précision sur ce que vient de dire la dame, parce que c'est important. Effectivement, il existe un modèle SERFA, un modèle papier, en fait, qui reproduit ce que on peut retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc, moi, je vais vous donner mon expérience. C'est que, comme élu et puis militante communiste, c'est-à-dire qu'on a reproduit des centaines de SERFA, parce qu'effectivement, la fracture numérique, y compris en région parisienne, on la connaît, hein, malheureusement. Et donc on fait remplir le SERFA par les gens et on rentre nous-mêmes sur nos ordinateurs les informations sur le site du ministère de l'Intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez dans une mairie, c'est une démarche individuelle. C'est-à-dire qu'il faut que la personne se rende physiquement elle-même en mairie et rende son soutien via un ordinateur de la commune. Par contre, chacune et chacun ici peut utiliser son ordinateur et rentrer des milliers de soutiens sur son ordinateur. Alors ce qu'on fait, parce que ça facilite les choses, effectivement, on fait, puis des fois c'est plus rapide, hein, parce que, y compris quand on va sur les marchés, moi j'étais à 7 il n'y a pas longtemps, et on a fait pareil, on a rentré 87 signatures en soutien en 55 minutes. Donc on fait remplir les SERFA, puis après, une fois qu'on est rentré chez nous, voilà, on les rentre sur nos ordinateurs. Donc sachez que cette possibilité nous est offerte. Et le modèle SERFA, il suffit qu'on en ait un, on le duplique à plusieurs exemplaires, on va voir des gens, on remplit avec eux, on rentre chez nous, et hop, on le rentre sur notre ordinateur. Hein. En mairie, c'est individuel. Chez nous, chez chacune et chacun d'entre vous, on peut rentrer des milliers de soutiens sur nos ordinateurs personnels. D'ailleurs, Christophe aurait pu en parler, mais c'est ce qu'on a fait samedi sur le marché de... On va peut-être faire... Non, tu veux pas qu'on fasse une petite série de... Ah, si tu veux. Oui. Alors d'abord, les premières choses que je voudrais dire, c'est que tout le monde soit bien convaincu que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait un référendum. Ça doit être dans nos têtes. Et que donc, si on veut l'obtenir, alors qu'on nous met des bâtons dans les roues, ne serait-ce que déjà pour signer, comme vous tous, ça n'a pas été évident. Moi, j'ai signé le premier jour, mais il a fallu un petit peu de temps. Hein, bon. Donc, on ne nous rend pas les choses faciles. Donc, il faudra qu'on... On l'a déjà commencé, bien sûr,
toutes et tous, de faire en sorte que le mouvement citoyen soit puissant, fort, et que bon, on est dans l'adversité, puisqu'on ne veut pas. Hein, on n'a pas réussi à obtenir qu'il y ait une certaine forme de publicité qui soit faite sur la chose, donc c'est à nous de nous prendre en main, tout en gardant en tête que le gouvernement ne veut pas que ça se passe. Donc voilà, donc c'est à nous de montrer qu'on est fort. Pour les arguments, bien, les arguments, on l'a dit, c'est une entreprise qui rapporte. Or, on va la céder à des privés et qui ne vont pas respecter un certain nombre de choses au sujet des emplois, du respect de l'environnement et sur plein de sujets. Parce que ça va être une logique du rentable. Et une concession pour 70 ans, comme on l'a expliqué, avec le contrat qui fera que de toute façon, au bout des 70 ans, on va poursuivre, on l'a déjà dit, on poursuivra la concession parce qu'on ne pourra pas faire autrement, enfin soi-disant. Et moi, les arguments, c'est quand même la privatisation qui s'est faite sur les autoroutes. Les autoroutes, on en entend tous parler régulièrement, que le ticket augmente, qui sont pointés du doigt parce qu'ils augmentent trop par rapport au coût de la vie et qui font donc des rentes extraordinaires. Donc voilà, on l'a et puis ça va même plus loin, parce que moi j'avais posé une question écrite quand il était question de laisser passer les gendarmes et les pompiers gratuitement sur les autoroutes. Ben non, on ne peut pas en fait, parce que comme c'est du privé, ça fait une concurrence déloyale entre citoyens, etc. Juste du n'importe quoi. Parce que là, du coup, il n'y a que la logique de l'argent qui compte, c'est tout. Et on ne connaît plus les services les services publics qui sont des services pour sauver la vie des gens, comme les pompiers, les gendarmes, etc. Donc tout ça, ça ne compte plus. Le privé, c'est quand même ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon, après, les arguments, chacun peut en trouver. Les arguments, on doit les avoir et porter la conviction. Je pense que c'est ça qui compte beaucoup pour convaincre les gens. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Dernière chose. Le référendum, je me trompe pas, c'était en 2005 le dernier. Donc ça fait quand même 14 ans. Une démocratie où il n'y a pas de référendum pendant une si longue période, c'est quand même extraordinaire. Bon, donc là, le gouvernement ne se rend pas compte que depuis le mouvement qu'il y a eu cet hiver, il y a une montée dans le pays de demandes d'avoir un peu son mot à dire sur certains sujets. Alors, certes, le gouvernement ne veut pas qu'on s'exprime sur ce sujet-là, on garde bien en tête. N'empêche que, et moi je le sens très fortement monter, j'ai eu l'autre jour, hier, un chauffeur de taxi qui nous a parlé de ça, et ça m'a scotché en fait. Parce qu'il était en train de dire qu'il fallait des référendums, etc. Donc voilà, je pense que c'est très prégnant dans le pays, il y a une demande très forte, et donc, puisqu'on a déjà enclenché sur cette demande de référendum, je pense qu'il faut qu'on pousse très fort, même si, je le redis, ils ne sont absolument pas d'accord pour qu'on le fasse. Voilà, je vous remercie. Je passe. Juste pour répondre à la question là, sur la Constitution, bien évidemment, en fait, c'est Sarkozy qui a fait rentrer dans la Constitution, la révision de la Constitution de 2008, cette possibilité de déclencher un RIP dès lors qu'un cinquième des parlementaires, c'est ça, dépose une proposition de loi et que 4,7 millions d'électeurs le demandent. Mais, et il a promis effectivement dans la révision constitutionnelle qui est reportée sine die, de mettre le seuil à 1 million. Mais sincèrement, aujourd'hui, rien n'empêche un président de la République de déclencher un référendum. Il n'a pas besoin, nous là on parle de l'article 11 parce qu'on essaye de le respecter parce qu'il donne la possibilité de, mais le président de la République, il peut prendre un décret, excusez-moi d'expression, et dans un mois il y a un référendum. Hein. Parce qu'il ne veut pas. Pour toutes les raisons qu'on a, c'est pas qu'il ne le veut pas, c'est qu'il veut privatiser ADP. C'est ça son truc, son objectif, il est là, au même titre que les autoroutes. Parce que quelqu'un parlait tout à l'heure du monde diplomatique et de l'excellent article qu'il y a eu sur ADP. Je vous invite, si vous l'avez, à tourner la page. Et dans ce monde diplomatique, il y a 2 pages sur la probable
privatisation des barrages hydroélectriques dans notre pays. Voilà. Donc, on a, après les autoroutes, ADP, France Télécom, enfin, j'en passe, etc. Si ça passe, vous voyez, si on obtient le référendum et qu'il n'y a pas la privatisation d'ADP, il n'y aura pas de privatisation des barrages hydroélectriques dans notre pays. Et ça, c'est aussi un monopole naturel. Et il faut qu'on garde la maîtrise publique de l'énergie dans notre pays. Donc, combattre la privatisation d'ADP, c'est aussi combattre la privatisation envisagée des barrages hydroélectriques. Donc c'est vraiment, et c'est pas simplement ADP. Je voulais simplement préciser une chose, parce que souvent on nous dit, c'est l'Europe qui nous l'impose. Je dois préciser qu'ici, l'Union européenne n'impose pas du tout la privatisation d'ADP. Donc on ne nous la joue pas de ce côté-là, ça n'existe pas. Donc c'est une volonté politique des libéraux, voilà, qu'ils veulent mettre en œuvre pour casser effectivement les services publics et qu'on n'ait plus dans ce pays la maîtrise publique de grands secteurs stratégiques pour chacune et chacun d'entre nous. Pour revenir sur les raisons qu'on peut expliquer à nos concitoyens, bon, j'avais l'impression qu'on en avait donné certaines, mais notamment la question de privatisation des frontières qui, je vous assure, quand vous en parlez aux gens, les gens se disent bah oui, c'est quand même quelque chose d'aberrant. Qu'est-ce qu'il y a de plus marquant pour la souveraineté d'un peuple que ses frontières? C'est quand même un élément constitutif. Donc ça en fait partie. La question écologique, je pense tout à l'heure que sur la question mauvaise affaires financières, je pense avoir des éléments, mais je suis d'accord avec Claudie Angèle, ce que disait Madame tout à l'heure, c'est que une des premières entrées, c'est la question de la démocratie. Voilà, c'est clair. Vous avez la possibilité de déclencher un référendum. Utilisez-le. Utilisez-le. Parce que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que le RIP, c'est pas ce qu'on voulait. Excusez-moi. Le RIP, c'est pas ce qu'on voulait, 4,7 millions. Nous, on veut des RIP, on veut des référendums d'initiative citoyenne. D'accord? Donc déjà, on estime qu'il ne devrait même pas y avoir besoin de parlementaires pour autoriser les citoyens à pouvoir déclencher un référendum. Et puis en plus de ça, 4,7 millions de signatures, bon, on voit bien que c'est un verrou. Mais par contre, ne croyez pas que le gouvernement a pris avec plaisir le fait qu'on ait réussi à rassembler 270 parlementaires pour signer. Ça l'est pas du tout. D'ailleurs, très très clairement, il aurait considéré que ces signatures n'étaient pas dangereuses. Je vous assure qu'ils n'auraient pas mis leur veto, tout ce qu'ils étaient en possibilité de faire en termes de sabotage pour qu'on n'en parle pas. Le site a mis je ne sais pas combien de temps à se mettre en place. Rappelez-vous qu'on était au mois de juin. Donc, évidemment, c'était important que ça se mette tout de suite, parce qu'après, c'est les vacances. Les vacances, comme il n'y a que nos forces militantes qui font signer, c'est sûr que ça nous pénalise. Donc, le site a déjà mis je ne sais pas combien de semaines. Déjà, aujourd'hui, bon, c'est vrai que ce site, il fait plus penser à la période Minitel qu'à Internet, quoi. Mais, ah ouais, c'est vrai. Et encore, il est plus compliqué que Minitel. Mais en plus de ça, pendant plusieurs semaines, il n'a pas marché. C'est ça, la réalité. Donc, ça veut dire que les gens qui voulaient y aller au débat, bon... Donc, premier élément. Deuxième élément, on l'a dit assez, mais il faut le répéter. C'est quand même incroyable que dans une démocratie, il n'est pas tenu à respecter la question de donner un peu de promotion. Rendez-vous. Alors, ils nous disent on n'est pas obligé par la loi. C'est ce que nous a dit Castaner quand on l'a vu. Alors, on lui a rétorqué d'accord, il y a le grand débat. Quelqu'un était obligé dans la loi d'en faire des tonnes sur toutes les chaînes. Personne ne l'obligeait. Donc c'est un problème, c'est pas un problème d'obligation de la loi, c'est dommage que ça soit pas obligatoire de la loi, mais c'est un problème, j'allais dire, de minimum démocratique. Et alors le bouquet, figurez-vous, c'est que les parlementaires, on s'est dit, bon quand même, on va essayer de faire quelque chose, donc on va dire, on va se cotiser sur nos fonds propres, et puis pour essayer de se payer des promotions sur les radios publiques. Et bien pour l'instant, Radio France nous dit non. Voilà, nous dit non, ça n'est pas FDJ, mais dit non. Bon. Donc, vous voyez bien que tout est fait pour que ça ne marche pas. Et pourquoi tout est fait pour que ça ne marche pas? Parce que, et c'est, moi je continue à penser ça, c'est que la raison pour laquelle ce gouvernement ne veut pas que ça marche, c'est qu'il a des accords passés avec des grandes entreprises. Voilà la réalité. C'est la seule réalité. Donc, moi je pense que le premier argument, il est démocratique. Vous avez la possibilité de déclencher un référendum signé. Bon. Et le deuxième, ça a été dit par Angèle, c'est la comparaison avec les autoroutes. Vous savez, il y a une chose étonnante. À l'Assemblée nationale, En Marche
ils prennent très peu d'amendements de l'opposition. Je vous assure, c'est leur particularité. Je ne sais pas comment ça fonctionnait avant, parce que c'est la première fois que je suis député, mais alors là, je veux dire, même quand il y a des amendements, toute l'opposition est d'accord, ils sont évidents, en général, ils ont une règle, on ne les prend pas. Moi, j'ai un seul amendement qui a été pris au moment de la loi de finances 2017, un seul, à l'unanimité. Vous direz, il ne coûtait pas grand-chose, mais c'est quand même éclairant. C'est demander un rapport au gouvernement sur la privatisation des autoroutes. Pourquoi ? Parce que quand vous faites les couloirs de l'Assemblée, vous n'avez pas un seul député qui ose défendre la privatisation des autoroutes. Personne n'ose le défendre. D'accord ? Tout ça parce que, ça a été dit, 20% d'augmentation des autoroutes en quelques années, c'est les 20% de rente des entreprises autoroutières. Bon, ça a été dit, c'est également un monopole. Enfin, il y a toutes les raisons qui montrent que c'est une mauvaise affaire pour nos concitoyens, c'est une mauvaise affaire financière. On sait qu'en plus, il y a des conflits d'intérêts entre les boîtes qui sont les entreprises qui ont les propriétaires des concessions et qui souvent ont des entreprises du BTP filiales qui font les travaux qu'eux-mêmes commandent. Enfin, tout y est, quoi. Mais c'est pareil, l'aéroport de Paris. Je pense que ça, c'est une bonne comparaison. Dire aux gens, écoutez, vous trouvez normal que ça soit le privé qui se mette plein d'argent dans les poches sur les autoroutes, qui décide si on en construit, si on n'en construit pas, sans se soucier. ADP, ça va être pareil. Et moi, je vous assure que dans 20 ans, si jamais ils y arrivent, on ne trouvera pas un seul député qui justifiera pourquoi on a privatisé ADP. Moi, j'en suis certain. D'accord ? Parce que c'est une mauvaise affaire. Et quant à l'histoire de ADP et de Généreux, vous avez raison, madame. Mais au nom de quoi on devrait considérer que quand l'État, c'est-à-dire nous sommes propriétaires d'une entreprise qui fait des bénéfices, pourquoi ça irait au privé ? Enfin, quelle est la logique ? Bien sûr, c'est énorme. Quelle est la logique qui voudrait qu'à partir du moment où on a payé tout, on a payé les infrastructures, les terrains, tout, pourquoi c'est le privé qui en bénéficierait ? Pourquoi c'est le marché ? En quoi ça serait un droit naturel qui fait qu'aussitôt qu'il y a une entreprise publique qui fait des bonnes affaires, c'est le privé qui en bénéficie ? Moi, je ne vois pas pourquoi. Enfin, c'est quoi cette histoire ? Bon, donc moi, je pense qu'on a les arguments. Dernière chose où je pense quand même que, bien sûr, le million, ça sera difficile, c'est une question de pression, on va lui faire, mais il va peut-être se passer quelque chose à partir du 5 décembre dans ce pays. Pour ma part, j'espère. D'accord ? C'est-à-dire une mobilisation sociale qui s'inscrit dans la continuité pour contrecarrer les projets de gouvernement, à commencer par les retraites. Je pense que là, il faut qu'on soit très présent sur les manifestations, les mobilisations, pour faire signer. Déjà, ça peut être... à partir du moment où les gens vont parler de politique, de questions sociales, ça peut être de dire, bah ouais, tiens, on va peut-être aussi signer ça. Parce que ça aussi, c'est scandaleux. Voilà. Je pense que ça peut donner un climat dans le pays qui peut déjà nous bénéficier en termes de signature, mais qui peut aussi nous bénéficier dans la pression qu'on va faire à Macron pour lui dire, bah, il n'y a pas de raison de ne pas le déclencher, le référendum. Les dames en premier. Bonsoir à tous, qui est Noudalia. Je suis la coordinatrice territoriale de Génération S dans le Lot. Et je me satisfais de vous entendre tous les trois. Merci à vous pour votre propos. En tout cas, je reviens à préciser que pour répondre à madame qui se posait la question pourquoi, quel argument, c'est parce que ça nous appartient tout simplement. C'est, comme disait M. Coquerel, c'est nous qui l'avons payé, c'est nos ancêtres qui ont travaillé, ça fait partie du patrimoine de la France, c'est à nous, donc pas besoin de le privatiser, puisque c'est à nous à part égale, entre tous les citoyens d'ailleurs. Voilà, je reviens aussi sur l'exemple des autoroutes, juste pour dire qu'en 15 ans, les autoroutes qui ont été privatisées ont été rentabilisées. Aujourd'hui, ils se partagent 1,4 milliard. Tous ceux qui profitent de nos autoroutes se partagent de l'argent qui aurait dû revenir à l'État, qui aurait dû revenir aux Français. Et en fin de compte, ça appartient à des gros groupes industriels et ça n'appartient qu'à eux, évidemment. J'ai encore une remarque à faire par rapport à cette vente d'aéroport. Je voulais juste citer un exemple. Alors, les marcheurs n'ont pas beaucoup aimé, forcément, mais juste pour dire que Emmanuel Macron a supprimé l'ISF et qu'en supprimant l'ISF, il a quand même aussi supprimé une grosse part de revenus pour la France. Et cette part de revenus, elle aurait rapporté, s'il n'avait pas supprimé l'ISF, elle aurait rapporté 9 milliards d'euros sur 70 ans. 70 ans, c'est la concession
pour laquelle il veut faire les aéroports de Paris, pour laquelle il veut donner les aéroports de Paris. S'il n'avait pas supprimé l'ISF, lors de son quinquennat, les 9 milliards auraient été amortis. Donc c'est absolument scandaleux, quelque part, de s'entendre dire ça aujourd'hui et de comprendre ça. Je trouve ça absolument scandaleux. Voilà. Ensuite, je voulais également préciser que par rapport à cette politique qui est de vendre les aéroports de Paris, c'est se lier les mains d'un point de vue transition écologique. C'est se lier les mains totalement, et ça aussi c'est absolument scandaleux quand on voit ce que devient la nature aujourd'hui, quand on voit ce que devient le monde aujourd'hui. Je crois qu'on a beaucoup d'efforts là-dessus, et évidemment il faut qu'on se réveille rapidement. Merci. J'ai quelques questions, je voulais savoir à quelle étape est prévue cette nationalisation de l'aéroport de Paris. Privatisation, excusez. Et puis autre chose, c'est qu'on peut quand même avoir un moyen d'action. Bientôt, il va y avoir des élections municipales. Bon, c'est de façon peut-être aussi d'intervenir même au niveau de cette privatisation. C'est jusqu'au 12 mars. Les signatures, oui. Oui, bonsoir. Gaëlle Joss, secrétaire départementale du Parti Socialiste. Alors, comme mon collègue du Parti Communiste, je me réjouis de voir à la même table une élue socialiste, une élue communiste et un élu insoumis. Et puis, pour une fois, une majorité de femmes sur l'estrade. Je ne reviendrai pas sur la difficulté de convaincre les citoyens. Je pense que peu à peu, on va gagner en arguments. Mais ce qui nous manque aussi à ce stade, et en approchant les 1 million de signatures, à mon sens, c'est le soutien des médias. Et je côtoie trop régulièrement une porte fermée de la part des médias sur le plan local, mais aussi sur le plan national. Lorsqu'on est interrogé sur un sujet d'actualité et qu'on veut parfois le raccrocher au sujet d'ADP, où les journalistes coupent purement et simplement ce qu'on peut dire, notamment quand on essaie aussi de raccrocher ADP à la privatisation des barrages. J'ai eu le cas il y a peu avec la Dépêche pour parler de la situation locale. Mais dès qu'on est aussi sur des médias nationaux qui, pour le coup, ont des priorités par rapport au débat qui s'installe, c'est exactement la même chose. Je ne comprends pas, comme on approche des 1 million de signatures, je ne comprends pas que les médias ne s'emparent pas de ce sujet. Et je me dis, comme on est dans une société qui malheureusement est la société du buzz, est-ce qu'il n'y a pas une idée à trouver pour que nos élus et nos parlementaires trouvent une façon... Alors je ne vous demande pas de défiler nus autour de l'Arc de Triomphe, mais trouver quelque chose qui fasse que les médias parlent de ces 1 million de signatures, parce qu'on sait très bien que la population aussi soutiendra ce référendum si elle sent que c'est gagnable. Voilà. Merci. Bonsoir, Bruno, insoumis d'Ordogne. Ma question sera peut-être un peu incongrue et ne s'adresse pas forcément aux intervenants, mais qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui LR à s'opposer à la privatisation d'ADP? Parce que l'UMP, RPR, UDR, en son temps, ne sont jamais opposés à des privatisations quelconques, ils les ont encouragées. Et à ma connaissance, ne sont pas devenus des anticapitalistes primaires. Donc, si on peut avoir cette réponse-là, quelles sont les raisons aujourd'hui qui poussent LR à s'opposer? Ce qui peut aussi nous aider dans les argumentations et les argumentaires qu'on doit développer lorsqu'on rencontre des gens qui sont encartés chez LR.
Bonsoir, Magali, insoumise du Lot. Donc moi je voulais revenir donc, sur cette histoire de médias, là, enfin, ce référendum donc, qui n'est pas couvert médiatiquement. Rien de surprenant quand on sait que la dame qui dirige à l'heure actuelle France Inter, enfin du moins la maison de la radio, n'est autre que l'épouse de l'avocat qui défend donc le projet de privatisation de l'ADP au sein du gouvernement. Donc on le sait tous, les médias sont corrompus, on sait très bien qui est à la tête de BFM, CNews et compagnie, on sait très bien que tout le monde là-dedans pioche dans la cagnotte de Macron, donc il n'y a rien d'étonnant. Donc effectivement, l'histoire du buzz peut être une bonne idée, alors comment, je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose effectivement à méditer. Le mouvement du 5 décembre qui va arriver a l'air de prendre de l'ampleur. Moi, concernant, je suis jeune, donc je suis très branchée réseaux sociaux, hein, voilà. C'est en train vraiment, enfin, on sent le mouvement quand même monter sur notamment Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Et je pense effectivement, comme vous le disiez, qu'il faut profiter de ce mouvement pour essayer de recueillir ces signatures, quoi. Donc Elsa, France Insoumise, Cahors. Il y a cette barre du million qui est en fait d'être franchie et cet objectif qui paraît lointain des 4,7 millions, mais on a effectivement dit qu'il y a une pression qui va se mettre là le 5 décembre sur le gouvernement et même si on n'atteint pas les 4,7 millions, l'objectif ne sera pas perdu pourvu qu'on ait le maximum de signatures. Voilà, à un moment donné, même si ce sera jamais un coup dans l'eau. Ce ne sera jamais un coup perdu, c'est-à-dire que plus on aura de signatures, plus on mettra la pression. Et je pense qu'un des bons arguments et que beaucoup de personnes entendent, c'est Macron n'en veut pas. Et voilà, là ça fait réagir, hein, et beaucoup de monde, pour le coup. Je passe la parole après, mais d'abord je voudrais quand même dire deux mots, parce que force de partie du micro, j'ai d'autres trucs à dire quand même. C'est, comment dire, par rapport aux infos, à l'information, aux médias, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Hein, on est dans une situation où les services publics ils sont dans une panade complète, y compris du point de vue des médias. Hier, j'ai eu la rédactrice en chef de FR3 qui m'a appelé pour s'excuser de ne pas venir ce soir. France 3 maintenant. France 3. Ouais, excuse-moi, j'ai des cheveux blancs. Il est de l'ancien monde, Thierry. Ouais. Enfin bref, et elle m'a appelé en me disant, dans le Lot, et en plus c'est une réalité, on les connaît, on connaît tous France 3 dans le Lot, il y a un caméraman et un journaliste, et qui avaient aujourd'hui dépassé leur quota d'heure et très largement, quoi. Donc ils n'ont pas pu venir ce soir pour ces raisons-là. Le service public aujourd'hui, il subit, y compris le service public de l'information, subit les purges qu'on a fait, notamment dans les régions par rapport à l'information nationale. Et alors elle était consciente que le meeting qu'on faisait ce soir avec comment dire, tous les participants, etc., c'était un truc important dans le Lot, c'est un événement, et en même temps elle n'avait pas de journaliste pour venir ici. Elle a le même problème par exemple pour le 5, elle m'a expliqué pour le 5 décembre dans le Lot, il n'y aura pas de reportage de FR3, parce que les journalistes travaillent le week-end, donc ils ne seront pas là jeudi. Je lui ai répondu, c'est pas grave, si on était là jeudi, on aurait bon, je voudrais revenir par rapport à... ça c'est pour la petite histoire, mais on voit bien que la question des... comment dire, au cœur derrière la question d'ADP, il n'y a pas que le problème d'ADP, il y a aussi la question des services publics. Et c'est par rapport à ça que je voudrais revenir, parce que on n'arrête pas de nous vacciner avec l'idée que les services publics aujourd'hui c'est dépassé, etc., que c'est pas rentable, qu'il faut tout mettre dans les mains du privé, du marché, de la concurrence, etc. Les services publics dans ce pays ont été créés en 40... Alors, un peu pour répondre à la question du camarade de Dorban qui parlait de pourquoi les républicains ils sont là. Ils sont c'est pas tous, hein, mais une partie, on a la chance d'avoir un député républicain. Enfin, j'ai pas dit qu'on avait la chance d'avoir un député républicain. Mais on a la chance d'avoir un député qui fait partie des républicains, mais qui soutient la démarche qu'on appelle un référendum. Et moi, il m'avait invité il y a quelques semaines, quelques mois, d'ailleurs j'étais allé avec Didier, pour intervenir dans une réunion publique des Républicains. Je peux vous garantir que c'était la première fois de ma vie que j'allais dans une réunion publique de droite. Hein.
Ça m'est toi aussi. Et en fait, les arguments qui étaient utilisés, c'était ceux qui valaient, qui rappelaient quand même que les services publics dans ce pays, pour développer un pays moderne, dans un pays qui était rasé par la guerre, qui était détruit, qui était bien rasé, quoi. On sortait de 4 ans d'occupation allemande, d'occupation nazie avec des millions de morts, etc. Un pays rasé. Les services publics, ça a été le moyen de reconstruire le pays, d'en faire un pays moderne, y compris pour le capital. Puisqu'il a réussi à développer des usines, des industries, etc., à partir des services publics qu'on avait commencé à construire. Les trains, à l'époque, rentraient dans les usines. Voilà. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas de reproduire la même chose, mais peut-être de se servir de cette histoire, quand même, pour se rappeler qu'à un moment donné, dans ce pays, il y a eu un gouvernement, y compris avec des gens de droite qui n'avaient pas la même conception que nous de l'organisation de la société. Et c'est clair que je ne partirai pas en vacances avec les militants des Républicains. Mais qui, à un moment donné, sur un sujet précis, peuvent faire avec nous sur ces questions-là. Parce que la question nationale, la question de la maîtrise d'un certain nombre d'outils qui nous permettent de développer l'industrie, ça passe aussi par ça, quoi. Je me rappelle, il y a un an, on avait discuté, Didier était encore avec moi, c'est curieux ça. On avait discuté avec Tegna qui ne comprenait rien. On défendait le statut des cheminots, quand les cheminots étaient en grève. Je lui avais dit, mais le problème c'est que vous ne comprenez pas que le statut des cheminots il a été acquis dans la résistance, dans le cadre du programme du CNR. Et je lui avais rappelé qu'elle a siège aujourd'hui, Tegna c'est la députée du Lot. Et je lui ai rappelé qu'aujourd'hui elle siège sur les bancs qui, le 10 juillet 40, avaient voté les pleins pouvoirs à Pétain quand même. Alors elle ne comprenait pas ce que je lui disais. Et je lui ai rappelé quand même que le statut des cheminots il a été acquis par 6 000 morts, 6 000 cheminots résistants, déportés, fusillés, assassinés, et que heureusement que les fusils avaient un peu aidé à ce qu'on garde et qu'on construise des services publics modernes quand même. Et je lui avais dit que ça serait bien dans un pays démocratique qu'on évite d'en revenir à des extrémités. Voilà, si ça peut aider à la réflexion. Je suis pas trop Il ne faut pas oublier aussi que le CNR avait nationalisé, avait créé des services publics pour éviter la survenue d'une crise économique qui, elle, était cause de la guerre. Et c'était avant tout pour éviter la crise économique qu'avait été faite la création de tous ces services publics. Bon, on passe encore 3-4 questions, et puis je repasse la parole à la tribune, et puis on arrête. Sébastien Peytavi de Sarlat et membre de Génération. Alors, la question du service public et le symbole qu'il y a à défendre là-dedans me semble essentiel, et je voulais témoigner un petit peu en tant que personne à mobilité réduite et de ce qu'il en est. Et il y a quelques combats qui ont été menés ici à Souillac notamment et à Gourdon sur la question des gares. Je suis un usager régulier du train. Et à la SNCF, le service handicap, Accès Plus, a été privatisé, notamment à Paris. Et donc, pour prendre le train, je ne peux pas, le jour même, avoir envie de partir à Paris, par exemple. Il faut que je réserve 48 heures à l'avance mon billet pour pouvoir prendre le train. Et bon, je crois qu'il y a des directives européennes sur les questions de discrimination et de droit à la mobilité qui sont complètement bafouées, et on voit bien un petit peu ce qu'il en est. Alors par contre, quand j'arrive à Souillac, avec les agents SNCF, ils me font monter dans le train directement. Mais je n'ai pas la garantie, à Paris, de pouvoir descendre. Et donc ça montre un petit peu la question qu'il y a pour Alors évidemment que si on regarde au niveau des algorithmes, si on regarde sur une application de téléphone, combien de personnes handicapées vont prendre le train, c'est très minoritaire. Et effectivement, si on regarde dans la logique qu'il y a marchande, forcément ces situations-là sont très minoritaires. Et la question du service public, c'est précisément ça, que tout le monde, quelle que soit sa condition, puisse y avoir accès. Et je crois que voilà ce qu'il faut défendre. Et bon, on a des combats, nous, ici, dans la ruralité, sur les droits à la mobilité. Et je pense qu'avec ADP, même si Aéroport de Paris, bon, ça ne parle pas à tout le monde, la gare de Souillac nous parle.
moi aussi, je suis une personne à mobilité réduite, mais pas comme mon camarade. Je suis une personne à semi-mobilité réduite. Donc je ne peux pas avoir accès au même droit que ce monsieur parce que je ne suis pas assez handicapée. Donc quand je prends le train pour aller à Paris, je suis obligée d'aller avec une personne pour descendre du train parce que je n'ai pas le droit aux accès. Je n'ai pas le droit au service que notre camarade nous a cité, qui est très très petite. Voilà. Donc voilà, la discrimination, alors ce qui me fait peur, c'est que c'est aussi pour ça que je suis venue aussi en tant que militante des Insoumis. Je suis aussi venue parler aussi de l'accessibilité. Et ce qui m'inquiète, c'est l'accessibilité dans les avions. Je voyage de temps en temps, je pars de temps en temps en avion. C'est une catastrophe pour les personnes en situation de mobilité réduite. Je peux vous dire que si un jour je vous raconte tout ce qui se passe, c'est une catastrophe. Et je crois qu'en plus, si ça devient privé, c'est même pas la peine. On reste tous chez nous. Voilà. Et c'est vraiment une catastrophe au niveau de l'accessibilité. Moi, je suis arrivée à la gare de Paris, à la gare de Sterlis. J'étais seule. Heureusement qu'un monsieur m'a aidé à descendre, parce que quelqu'un devait m'attendre pour descendre mon bagage et pour m'aider à descendre, parce que c'est assez haut. Et ben, s'il n'y avait pas un voyageur qui était venu, je pense que je serais encore dans le train, je serais repartie, je serais retournée chez moi, quoi. Voilà. La dernière personne, et puis après Et au niveau des arguments, il y a aussi autre chose qu'il faut voir. Privatisation, ça veut dire réduction des coûts. Ça veut dire serrage de vis au niveau de l'emploi, du temps imparti pour faire telle ou telle révision. Ça veut dire donc augmentation des risques. Alors, on ne va peut-être pas attendre que ça soit privatisé et qu'il y ait un ou deux crashs avant de réagir. Parce que bien sûr, ça m'étonnerait que ce soit des avions dans lesquels les grands financiers voyagent qui se crachent les premiers. Eux, les leurs, ils sont bien évisés. Donc, bon, je voudrais juste dire une dernière chose pour faire court. Certes, nous n'avons pas les médias pour nous aider. Bon, c'est un fait. Nous vivons une situation d'adversité, donc entrons en résistance et faisons en sorte de donner le plus de signatures possible pour être très fort et pour pouvoir porter ça face au gouvernement et montrer la force qui est dans le pays. Voilà. Donc ça dépend de chacun d'entre nous. Merci. Sur les médias, il faut qu'on dise les choses tranquillement, on ne va pas lâcher. Hein. On a donc les 248 parlementaires, on va demander à nouveau un rendez-vous à la présidence de Radio France, dont le mari est effectivement avocat d'ADP. Et on va d'autant plus se demander, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup qui utilisent les réseaux sociaux, enfin qui regardent les réseaux sociaux, il y a un son de France Inter dans lequel un journaliste annonce que les spots que nous avions envisagé de faire, et que nous allons sans doute faire, seraient refusés en respect de la charte, de leur charte, article 37, je ne sais plus trop quoi, etc. Et que passer un spot qui informerait simplement sur le référendum serait choquant pour les auditeurs. Et puis, on a eu tout de suite, 4 jours après, 5 jours après, le directeur de Radio France qui dit bah, c'est pas tout à fait ça, c'est pas ce qu'on a voulu dire, etc. Bah, on va lui dire chiche, ok, donc mettez-vous d'accord. Et en tout cas, nous, on va continuer la bataille. Mais voyez-vous, je vais vous dire quelque chose, on va tout faire, nous. Hein. Je ne vous dis pas tout, parce que je ne peux pas tout vous dire, hein, voilà. Mais on va tout faire. Excusez-moi, ça va peut-être paraître vulgaire, mais j'ai l'habitude de le dire, donc je le dis aussi ce soir. Nous, les parlementaires, on aura beau se foutre une plume dans le cul dans l'hémicycle, c'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est la multiplication de soutien, enfin de gens engagés dans le recueil de soutien sur le site du ministère de l'Intérieur. Le meilleur buzz, c'est celui-ci. Alors je sais, c'est pas facile, on s'y comprend, on est des militants. Moi, je passe pas mon temps comme Eric et comme Angèle, le cul assis dans l'hémicycle. Nous sommes des hommes et des femmes qui sommes... on est des militants de terrain. Enfin, moi, je suis en Seine-Saint-Denis, je suis comme Eric. Si on n'est pas des militants de terrain, je vois pas très bien ce qu'on raconte dans l'hémicycle, vous voyez. Il faut raconter la vraie vie aussi, quelquefois, puis ça leur fait plaisir aux autres. Donc voilà, nous, on va faire ce qu'il est possible de faire au regard de la fonction
et du mandat que vous nous avez confié, parce que c'est un mandat que vous nous avez confié, il ne nous appartient pas, mais dans le même temps, voilà, on n'y arrivera pas tout seul dans nos hémicycles respectifs. Il faut vraiment qu'il y ait le maximum d'initiatives qui soient prises sur le terrain pour recueillir les soutiens. Donc vous verrez, hein, dans les jours à venir, on va faire des trucs, les 248 parlementaires, mais ça, c'est bien, mais ça a ses limites aussi. Et je pense sincèrement que si les manifestations du 5 mobilisent des milliers et des milliers, 10 milliers de gens dans la rue, ça va aussi avoir un impact sur les médias dans notre pays, y compris sur la question d'ADP. Parce que vous voyez bien, Radio France est en grève. Alors, pour des raisons liées à la suppression de près de 300 emplois. Mais ça commence à cogiter. Enfin, moi, je connais des journalistes de France Inter et de France Info qui commencent aussi à faire le lien. Voilà, parce que on parlait des barrages hydroélectriques demain, puis pourquoi pas Radio France après-demain matin. Voilà. Donc, il y a une logique qui commence à s'installer dans des consciences et je pense qu'il faut pousser. Si je peux me permettre un petit, ce que vous avez dit sur l'ISF, c'est très bien. Je vais vous donner un petit truc qui fait, voilà. Vous savez que l'ISF a été remplacé par l'IFI, d'accord ? Alors, on a dans notre pays des gens qui payaient l'ISF et qui, pour ne pas payer l'ISF, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Par exemple, sur la Côte d'Azur, ils ont vendu leurs biens qui coûtaient X millions et qui les faisaient être assujettis à l'IFI. Puis vous savez, ils ont acheté des yachts. Voilà, parce que les yachts sont mobiles. Et donc, la truffe enfarinée, le ministre du SOC, la semaine dernière, nous a effectivement dit, oui, effectivement, il y a des gens qui, parce qu'ils étaient assujettis à l'ISF, on va acheter des yachts, et puis comme ça, ils s'en sortent très bien. Voilà, ils ne sont plus assujettis à l'IFI. C'est un petit truc dans les débats, c'est toujours un peu... Ça va. Voilà, pour vous dire que nous, on est mobilisés, mais nous, sans vous, c'est-à-dire nous, tous ensemble, on n'y arrivera pas. Mais sincèrement, soyons confiants. Déjà, 1 million, c'est énorme. C'est énorme avec toutes les barrières qu'on a évoquées tout à l'heure. Et simplement pour faire un lien, parce que je parlais de mon département, enfin de notre département, il y a un autre lien avec l'ADP, c'est le Charles de Gaulle Express. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette ligne de métro qui sera une ligne directe entre la gare de l'Est à Paris et puis Charles de Gaulle, comme par hasard. Voilà. Et donc, moi qui suis usagère tous les matins du RERB, du RER, eh ben, je verrai passer un train direct devant mon nez, et puis qui sera le Charles de Gaulle Express, pour lesquels les touristes payeront 27 €, mais après tout, c'est leur affaire. Hein. Et puis, nous, on attendra sur le quai que RERB veulent bien s'arrêter. Mais c'est un lien avec l'ADP parce que ça desservira bien évidemment l'aéroport de Roissy. Et donc, c'est effectivement un petit cadeau supplémentaire, comme dit Angèle. Et sur le foncier, parce que quelqu'un a évoqué la question du foncier, si ADP est privatisé, les milliers d'hectares qui sont en possession d'ADP aujourd'hui deviendraient pour le secteur privé la plus grosse emprise foncière de l'Île-de-France. Donc c'est pas rien. C'est bien évidemment le site des aéroports, mais aussi toutes les propriétés foncières dont est propriétaire aujourd'hui ADP, qui sera livré effectivement, qui seront livrés au privé. Voilà. Si j'ai bien compris, il revient de conclure, donc merci. En quelques mots, d'abord merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui ont milité et distribué les tracts, parce que quelque part, pour un vendredi soir, vous êtes la preuve vivante qu'on peut y arriver. Hein. Parce que la salle est quand même, pour ADP, sur un sujet dont personne ne parle sur les médias, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voit bien que c'est quand même un sujet qui intéresse. Et sachez-le, c'est à chaque fois, alors peut-être que c'est un peu de notre faute, qu'il faut qu'on amplifie les réunions de ce type. Quand je dis notre faute collectivement, on a mis un peu de temps, je pense, à avoir on a un comité maintenant national qui est créé, qui se voit chaque semaine. Je pense qu'on a peut-être mis un peu de temps à faire en sorte qu'il s'organise aussi bien, mais à chaque fois qu'on fait un meeting, il est plein. Voilà, où que ce soit. Donc, il y a matière à avoir de l'espoir. Et moi, je pense que peut-être qu'après tout, alors bien sûr, il faut faire pression sur le million, etc., mais il y a peut-être des éléments qui peuvent nous donner confiance. Par exemple, on pourrait très bien lancer une campagne qui serait de dire, maintenant, on s'adresse aux millions,
en disant bah, il suffit que vous trouviez chacun 4 signataires, on en a 4. On en a même 5 d'ailleurs. D'accord? Donc peut-être aussi que c'est des arguments, c'est-à-dire parce que ce qui se passe aussi, c'est que ce qu'on observe, c'est que souvent les gens ne savent pas qu'il y a un référendum. Et que 1 million de gens qui vont le savoir en l'ayant signé, bah, ça fait une bonne force de frappe. Donc ça, je pense qu'on a peut-être intérêt à l'utiliser aussi dans notre communication par rapport à ça. Bon. Pour répondre à quelques questions rapides sur les Républicains. D'abord, moi je regrette beaucoup qu'Aurélien Pradier ne soit pas là, très sincèrement, parce que je crois que c'est important pour nous que toutes les oppositions sont en désaccord avec ce projet. C'est ça aussi qui fait notre force, c'est que c'est quand même pas banal que toutes les oppositions de droite et de gauche sont d'accord pour refuser une privatisation, et figurez-vous, avec les mêmes arguments. Les mêmes arguments, spontanément. Je ne sais pas au Sénat, mais à l'Assemblée, c'était les mêmes. Bon. Alors pourquoi le font-ils? Bon, je ne lance pas une pique, c'est juste pour ça. D'abord, les gens ont le droit de changer, parce qu'il n'y a pas que les Républicains dans ce pays qui ont privatisé depuis une vingtaine d'années. Bon, donc, voilà. C'est pas l'ambiance ce soir, c'est juste pour dire que les gens peuvent changer. Bon, voilà. Ça, c'est fait. L'aéroport de Toulouse, c'était pas un gouvernement Macron. Macron y était, par contre. Bon, donc les gens peuvent changer, premièrement. Deuxièmement, parce que, dites-vous bien une chose, les Républicains en tant que tels ne signent pas la loi référendaire. D'accord? C'est des parlementaires républicains. Et pour aller très vite, c'est ceux qui ont encore une fibre un peu gaulliste, quoi. Voilà, très clairement. On les voit dans d'autres débats, ils interviennent dans d'autres débats dans le même sens, à Didier Carès par exemple à l'Assemblée. Donc voilà, c'est ceux qu'on retrouve dans ce genre de thème. Voilà, donc pour l'argument, il est ce qu'a dit Thierry tout à l'heure, ce qui marche bien, pourquoi ils le font, c'est on ne privatise pas une frontière, ça pour eux c'est très clair. Et puis aussi la mauvaise affaire financière. Ça tout le monde, comme c'est énorme pour tout le monde que voilà. Donc ça, je pense que c'est ça les arguments. Et je pense que c'est cette fibre-là qu'il faut activer chez les électeurs de droite. Je termine sur une chose. Moi, je crois que dans tout ça, c'est quand même beaucoup un choix de société qui nous est posé. En gros, est-ce que c'est le marché et le profit qui doivent décider notre avenir commun, ou est-ce que c'est l'intérêt général, et donc c'est nous tous. Bon. Et il est bien évident qu'à partir du moment où on a des domaines qui, justement, s'occupent de l'intérêt général du bien commun, bah, ce n'est pas le marché qui peut résoudre la question. Voilà. Ça, c'est, je crois, absolument décisif. Et c'est pour ça que Eliane avait raison tout à l'heure de dire quelque chose, pour montrer en quoi c'est important qu'on se mobilise. C'est que si on les arrête là, on les arrête pour la suite. Ça, je ne pense pas que le gouvernement, s'il est arrêté sur l'ADP, va pouvoir comme ça vendre à l'encan ce qu'il veut vendre, parce qu'il y a aussi EDF, projet. C'est vrai de dire que, contrairement à ce qu'ils ont pu nous dire, ils nous ont juré grand Dieu que la SNCF, ils ne le privatiseraient pas. Je rappelle que c'était la même promesse de Sarkozy avec Engie, d'accord, enfin, à l'époque GDF, qui sont en train de privatiser. La même chose, la même promesse, ouverture du capital, ouverture à la concurrence, etc. Ils ont fait la même chose. Bon. Donc, c'est bien sûr que c'est leur projet derrière. Et moi, je crois que si on les arrête là, ils ne pourront pas le faire. Voilà. Il y a des batailles centrales comme ça, pour plein de raisons. D'abord parce qu'à partir de là, il va falloir trouver des actionnaires. Parce que si il se trouve que le peuple français peut faire reculer une privatisation de ce type-là, après, peut-être que tout le monde ne se précipitera pas pour se dire on va acheter quelque chose qui pourrait après être nationalisé. Mais en plus de ça, parce qu'on aura établi un rapport de force. Et c'est absolument essentiel. Voilà. C'est encore plus essentiel au moment de la bifurcation écologique et au moment où tous les jours, les rapports du GIEC sont alarmistes. Enfin, c'est incroyable qu'on envisage de privatiser les secteurs de l'énergie et des secteurs comme le transport. Et moi, je vais même plus loin. Je crois qu'en réalité, il faudrait un pôle public du transport. Voilà ce qu'il faudrait dans notre pays. C'est-à-dire, il faut un pôle public qui soit capable justement de résoudre les questions, et du coup également les questions d'emploi, qui serait de se dire, telle desserte, on privilégie le train à tout prix parce que c'est le train qui est plus écologique. Et puis, comme on pense également que le train ne doit pas être lié à la question du marché du profit, c'est pas très grave si la nation ne gagne pas autant d'argent sur le train et qu'on baisse les prix du train. Sur telle autre desserte, oui, là, c'est peut-être l'avion est un moyen de transport qui peut s'entendre parce que, etc. Je pense que ça, c'est nécessaire et qu'on ne s'en sortira pas tant que, justement, on n'aura pas de vision planificatrice, au bon sens du terme, on est pour la planification écologique à France Insoumise, de cette question, et ça passe par un pôle public du transport. Voilà, je crois que c'est derrière cette histoire d'ADP, c'est ça qu'il faut essayer de reconquérir.
Bah, merci d'être venu surtout. Hein. Moi, ça me rappelle quand même un peu quelques années en arrière. Tao, Liane, on se connaît depuis 25 ans. Enfin, depuis 45 ans, on se connaît. Juste un petit truc pour conclure, c'est au fond de la salle, vous avez une buvette avec de la bière artisanale qui est fabriquée pas loin d'ici. Et puis on a les badges à vendre. Ça paraît bête, mais l'organisation d'une soirée, ça coûte de l'argent. Et voilà, c'est aussi le moyen de financer, de s'autofinancer. Oui. Le badge. 2 €, non, vous avez 2, hein. 2 €. Voilà. Et merci d'être venu. Merci à vous.